Vin qui se déguste en longueur. C'est ce que c'est que le grand vin. 90% de transpiration et 10% d'inspiration. Un grand vin, hein. C'est beaucoup d'amour, beaucoup d'humilité, beaucoup de liens avec l'immatériel, avec le sol, hein, avec le temps, avec le climat. C'est un métier de poète, hein, de faire un grand vin. La librairie francophone. Le monde du vin, sa grande richesse, c'est la diversité. Bien sûr, c'est pour ça qu'il y en a autant de mauvais d'ailleurs. Emmanuel Kérad. Avec cet extrait du film Mondovino, nous parlons des guides des vins dans cette seconde partie de la librairie francophone avec François Bachelot du guide Hachette des vins. Bonjour François. Bonjour Emmanuel. François Gilbert du guide Gilbert et Gaillard. Bonjour. Bonjour. François donc aussi. Et avec David Cobold, auteur des 100 vins du monde à connaître, édité par Hachette. Bonjour David. Bonjour. Vous êtes connu au Québec d'ailleurs, hein, également parce que vous collaborez à des revues. Oui. Alors François Bachelot, le guide Hachette des vins fait des envieux. Les tirages sont dignes d'un prix Goncourt. Chaque année, on parle de 200 000 exemplaires environ. C'est ça déjà, vous confirmez ? 150 000 aujourd'hui, vous voyez, on s'est resté modeste, mais c'est vrai que je crois que c'est plus que le tirage initial du Welbeck, donc ouais, on est assez fiers. Alors comment construisez-vous un ouvrage comme celui-ci ? Est-ce que vous faites le tour des vignobles ou vous attendez qu'on vous envoie des échantillons ? Les des deux, bouteilles, quoi. En fait, le principe du guide qui refait chaque année, c'est-à-dire que chaque année on efface entièrement l'ancien guide et on le refait parce qu'on a un nouveau millésime et donc les cartes sont rebattues. Et c'est tout simplement des dégustations collectives dans les régions. Ça veut dire qu'on mobilise 1 millier de dégustateurs à travers toute la France et on déguste chaque vin dans sa région de production. C'est dégusté par des professionnels et surtout, c'est des dégustations à l'aveugle. Donc, pas de possibilité de connaître le domaine, la cuvée qu'on déguste, uniquement l'appellation et le millésime qui sont les repères de base pour juger un vin. Voilà, objectivité totale, indépendance de jugement. François Gilbert, on reproche au guide d'attendre que les bouteilles arrivent et de ne pas faire d'investigation. Est-ce que vous en faites, vous ? On fait bien sûr de l'investigation, mais l'essentiel des dégustations se passe dans nos locaux, sur des vins, sur des échantillons qui nous sont envoyés. La grosse différence, c'est que nous avons, un comité de dégustation qui déguste tous les vins. Donc on peut dire que les commentaires de dégustation du guide Gilbert et Gaillard sont signés d'un goût, on va dire, qui est le nôtre et qui existe depuis une vingtaine d'années, puisque les guides Gilbert et Gaillard ont cet âge. D'un goût qui est le vôtre, c'est-à-dire que vous influencez la fabrication des vins d'une certaine manière, ou le goût, vous standardisez le goût du public ? Disons que il y a plusieurs types de vins. On peut faire la part belle au terroir, aux fruits, ou au contraire faire la part belle à l'élevage, à certaines méthodes qui standardisent précisément les vins. Nous sommes plutôt, des partisans de vins précisément qui mettent en avant le fruit et le terroir, donc plutôt la diversité. Est-ce qu'on ne parasite pas, du coup, l'essence même de la conception d'un vin ? Est-ce qu'on n'incite pas, François Bachelot, les viticulteurs à procéder autrement que ce qu'ils l'avaient prévu au départ ? Je vois pas du tout à quoi vous faites allusion. Moi, c'est vrai que certains guides ont cette réputation-là. Oui, le Parker, par exemple. Par exemple. C'est d'ailleurs peut-être plus la réputation qu'on lui fait que vraiment ce qui se passe derrière. Pour revenir à Hachette, moi je peux vous dire exactement ce qui se passe. La raison pour laquelle on a choisi de faire des dégustations collectives, c'est-à-dire qu'il y a au moins 3 personnes qui jugent un vin, 3 professionnels, chacun avec sa sensibilité. Souvent un producteur, sensibilité terroir, un œnologue, sensibilité technique, un négociant, sensibilité un peu plus marché, voire un sommelier, sensibilité hédoniste. Et ça permet d'avoir plusieurs sensibilités qui vont reconstruire une image qu'on estime, je ne dis pas la plus juste, parce qu'il faut rester humble devant la dégustation, mais au moins la plus complète d'un vin, par rapport peut-être à l'optique que décrivait François Gilbert, qui est plus le goût d'une personne ou de certaines personnes. Tout est louable, il suffit de dire comment on fait et après les gens peuvent choisir. En tout cas, il y a une influence. Alors, on parlait du Parker. On a justement le témoignage d'un directeur de la répression des fraudes qui parle de cette influence-là. Et franchement, pour la culture du vin, la culture au sens noble, c'est plutôt dramatique. Écoutez. Robert Parker a incité beaucoup de gens et incite des gens à frauder en France. Je ne sais pas s'il en est conscient, mais il y a des gens dont on sait qu'ils ont traité les vins, parfois de manière illicite, parce qu'ils voulaient concourir pour être dans le Parker. Et donc, il leur fallait des vins qui soient concentrés, il leur fallait des vins qui soient colorés, etc. Et parfois, ce qu'ils ont présenté, c'était d'ailleurs pas représentatif de l'ensemble de leur production. Mais ça induit vraiment toute une école de production, y compris par des moyens illicites. Ça, c'est assez grave. C'est assez grave parce que maintenant, même dans des régions où les vins n'étaient traditionnellement pas colorés, comme en Bourgogne, il faut absolument sortir de la couleur parce que sinon Parker ne va pas être content.
Ce témoignage extrait de Mondovino. David Cobold, on parle d'une standardisation des vins due à la mondialisation. Vous êtes spécialiste des vins du monde. Est-ce qu'on constate cela dans tous les pays ? Non, très peu. Et je m'élève assez contre le thèse émise par Mondovino, qui était un livre manichéen, qui a essayé de dire que le vin est soit bon, soit mauvais, et que le bon est petit et le grand est toujours méchant. C'est complètement simplificateur. On a raconté beaucoup de bêtises dans ce film. Le vin, heureusement, est beaucoup plus complexe, beaucoup plus divers que ça. Il est vrai que Parker a eu et a encore dans certaines parties du monde une influence trop importante, mais ce n'est pas nécessairement de sa faute, c'est la faute de ses lecteurs. Donc moi, j'applaudis des deux mains la diversité des guides du vin qu'on a en France, qu'on a dans d'autres pays. En Italie, par exemple, il y a tellement de guides du vin que maintenant, il y a un guide des guides. Et ça, c'est assez intéressant. Après tout, le goût du vin est individuel. François Gilbert, est-ce que c'est l'homme qui fait le bon vin ou c'est la terre ? Ce sont les deux, mon commandant. Le Prenez terroir... pas de risque, vous, aujourd'hui. Non, le terroir est absolument indispensable. Je pense que le terroir est révélé d'abord par l'homme et il est ensuite mis en scène et exploité par l'homme. Mais les deux sont évidemment ensemble. Alors les procédés très sophistiqués, il y a le rajout du soufre déjà qui est la base, mais on peut aller encore plus loin. On appelle cela les vins technologiques. François Bachelot, est-ce que le vin devient une boisson dans ce cas-là avant d'être un art ? Le vin est une boisson, heureusement, oui. Et d'ailleurs, elle est faite pour être bue à table en accompagnement d'une cuisine, ce qu'on perd un petit peu de vue parfois. Il y a eu des dérives technologiques. On a accusé les œnologues. Bon, les œnologues, notamment à Bordeaux, ont fait beaucoup de bien au vin après la Seconde Guerre mondiale, avant de faire un petit peu de mal pour ceux qui abusaient. Un petit peu, c'est bien. Trop, c'est trop. Je crois que c'est comme partout. David Cobold. Il est illusoire de penser que le vin est un produit naturel. J'ai jamais vu un grappe de raisin. Oui, j'ai jamais vu une grappe de raisin sauter dans un pressoir, s'écouler tout seul et rentrer dans une bouteille tout seul. Il faut l'intervention de l'homme, de son esprit et de ses outils. Sinon, le vin serait du vinaigre. Le vin naturel s'appellerait du vinaigre. C'est ça. François Gilbert. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est son destin. Le destin d'une grappe de raisin, c'est de devenir du vinaigre si l'homme ne la prend pas en main. Alors comment naît un vin ? Est-ce qu'on peut, par exemple, concevoir de toute pièce un grand cru ? On dit cela aujourd'hui. On dit qu'avec tous les procédés qui se sont sophistiqués au fil du temps, à l'époque de Noé, le premier vigneron de la Bible, je peux vous dire qu'il n'y avait pas tous ces procédés et que là, pour le coup, c'était naturel. Peut-être de la piquette, mais en tout cas, c'était naturel. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de fabriquer un grand cru comme ça, de toute pièce, où que l'on soit ? François Bachelot. Ça dépend ce qu'on appelle un grand cru. Un grand cru, ça, c'est les termes. Ne jouez pas sur les mots, François, s'il vous plaît. Qui ont des vraies significations. On peut, avec de la technologie, fabriquer des vins propres, faciles à boire, qui vont plaire, des espèces de vins qu'on a appelés vins Coca-Cola. C'est des vins effectivement très fruités, parfois un petit peu sucrés, avec du boisé vanillé, etc. C'est ce que j'appelle moi les vins qui rendent intelligent. C'est-à-dire quand on les déguste, on sent plein de choses. Et donc du coup, on dit il y a de la fraise, de la vanille, de la myrtille, du cassis, etc. Un vin, c'est pas un inventaire à la Prévert. Même si le langage autour du vin, il est bien qu'il soit poétique, un vin, c'est un plaisir et c'est aussi des hommes, des femmes derrière qui le font et qui le font avec un respect de la terre. C'est ça qu'on essaie de promouvoir en tout cas. Et on peut imaginer que son grand-père ou son arrière-grand-père a bu ce même vin. Et parfois, moi, quand j'ai goûté des vins du 19e siècle, on est ému aux larmes parce qu'on pense que c'est possible. Et on pense que ses descendants pourront le boire. Et c'est ça qui fait la différence, je pense, entre un grand vin et un bon vin, cette capacité de traverser le temps. Et ça, c'est très, très difficile à transposer dans un autre produit alimentaire. Alors avant de parler des vins du monde émergents, on va donner la parole à Mathieu pour la France. Est-ce que vous confirmez ce succès en librairie ? Les guides des vins, ça marche très fort aujourd'hui. Oui, mais déjà ça date pas d'aujourd'hui, ça fait quelques années. Bon, après pour nous, vendre un guide, c'est quelque chose d'assez spécial parce qu'un peu comme un vin d'ailleurs, les gens qui cherchent un guide des vins savent ce qu'ils viennent chercher. On n'a pas de gens qui viennent nous dire voilà, je veux acheter un guide mais je m'y connais pas. En général, c'est un public qui s'y connaît, qui sait exactement ce qu'il veut. Donc qui voudra le guide Hachette, qui voudra tel autre guide. À la limite, le seul contact qu'on aura avec eux sera pour leur dire où se trouve le guide. Autre chose intéressante, depuis quelques années, le public se diversifie. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de
de femmes qui vont s'intéresser à la question. Ce n'est plus un domaine réservé aux hommes, heureusement. Alors parlons des vins du monde. David Cobold, on s'applique de plus en plus à faire du bon vin à travers le monde. Il y a par exemple le Portugal que vous citez en exemple, longtemps cantonné au Porto et au Vinho Verde, qui produit aujourd'hui dans les terres, au centre du pays, un vin plutôt boisé, fruité, avec des fruits mûrs, presque confits et très intéressant. Alors, je dirais que d'une manière générale, le vin n'a pas ses origines en France. Et les Français ou les francophones, on a un peu tendance à l'oublier. Hein. Le vin vient du Moyen-Orient, il y a 7000 ans environ. Il y a beaucoup de pays qui sont plus anciens dans la tradition. En revanche, il y a beaucoup de pays qui sont beaucoup plus jeunes. Tous les pays du dit Nouveau Monde. Je récuse un peu ces termes-là parce que sur le plan géologique, c'est archi faux. La Terre est née en même temps, à ce que je sache. Mais bon. Mais le nombre de pays qui produisent du bon vin, voire des grands vins, ne cesse de grandir en ce moment. Demain, ça sera peut-être la Chine. La Chine produit déjà beaucoup de vins, pas encore de grands vins, mais ça va venir sans doute. Et aujourd'hui, on peut nommer beaucoup de pays. On a redécouvert le Portugal, mais c'est un très très ancien pays du vin. Et effectivement, la vallée du Douro, qui produit aussi ce très grand vin liquoreux qu'on appelle le Porto, produit maintenant des vins secs de très très haute volée et de niveau classe internationale. Et on parle aussi du Liban comme une nouvelle route du vin. Alors le Liban, qui est proche des origines du vin, qui est un des plus anciens pays du vin au monde, on parle de la première trace écrite d'un vin se trouve dans un tombeau égyptien, dans l'ancienne Égypte, où on parle d'un vin noir du mont Liban et on donne une date et on donne un nom. On ne sait pas si c'était de l'importateur ou le vigneron, mais on avait déjà la notion de cru et de millésime. C'est très intéressant. Et après des années, les reflets de la trace du musulman a gommé le vin pendant très longtemps. Le vin, depuis la Seconde Guerre mondiale, renaît petitement au Liban. Il y a 10 ans, il y avait 6 producteurs. Aujourd'hui, il y a 25. Et de très, très bons. Il y a un terroir extraordinaire dans la région des hauts plateaux de la vallée de Bekaa, derrière les Antilibans, et des très très vieilles vignes qui produisent des choses remarquables. François Bachelot, François Gilbert, parlez-nous des vins suisses qu'on connaît peu, en tout cas à travers le monde, parce qu'il faut savoir que la production est assez faible, trop faible pour la consommation de la population. Du coup, il reste un peu confidentiel, mais il y a de très bons vins en Suisse. Les Suisses boivent presque tout. C'est vrai, c'est une consommation quasiment exclusivement locale. Nous, ça fait 15 ans qu'on a une sélection de vins suisses dans le guide et 10 ans qu'on a une sélection de vins luxembourgeois. Ce qui est très intéressant avec la Suisse, c'est ce qu'on appelle un petit peu un conservatoire de cépages. C'est-à-dire qu'en plus de faire des vins qui se gardent pour eux-mêmes, ils font des vins avec des cépages qu'on trouve quasiment nulle part ailleurs. Alors parfois, c'est les mêmes cépages que chez nous, mais ils ont des noms différents. Mais que ce soit la petite Arvine, le Cornalin, le Haïda, le Païen, etc. L'Umagne aussi. L'Umagne. Ils ont aussi du Gamay, du Pinot Noir. Tout à fait. Ils ont en Savoie ou en Alsace. Voilà, qui est limitrophe. Mais c'est un pays passionnant. Ils font des vins de grande qualité. David Cobold a raison, ils boivent quasiment tout eux-mêmes. Ils ont aussi des vignobles parmi les plus spectaculaires au monde. Sur le bord du lac Léman et le long du Valais, oui, c'est des vignes entre Lausanne et Genève. C'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui. Exactement, en restant comme cela tout au bord du lac Léman. D'ailleurs, on voit ces vignobles quand on prend le train entre Lausanne et Genève. François Gilbert, quel est le vin français qui aujourd'hui tire son épingle du jeu pour vous ? La surprise ? Vous parlez d'un vignoble, d'une région ? Oui, d'une région. Disons qu'une des régions qui est la plus passionnante, c'est le Languedoc-Roussillon, qui depuis maintenant 20 ans a accompli une révolution fantastique. Qui n'arrête pas de progresser. Qui n'arrête pas de progresser et qui parvient à faire des vins qui, quoi qu'on dise, sont quand même assez différents selon les producteurs. J'aime beaucoup ces vins, j'aime beaucoup les vins aussi du nord de la vallée du Rhône, qui sont des véritables merveilles de Syrah. Mais je voulais dire, c'est une très très bonne chose que la viticulture se développe ou renaisse dans le monde entier. Ça prouve que la civilisation du vin a vraiment encore de très beaux jours devant elle. Et ça veut dire aussi que pour les vins français, car il faut aussi penser à eux, c'est aussi une grande chance, car le nombre de consommateurs augmente. Et la progression est constante, et partout dans le monde, il y a une progression de consommation. Absolument. On parle de 110 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Voilà, consommé évidemment avec modération. Et il ne faut pas oublier que ces guides de vin sont aussi des... François, qu'est-ce que c'est que cette grimace ? Ces guides de vin sont aussi des livres de voyage. On boit pour rêver.
hein. Nous, je veux Pas dire, seulement pour boire, François. d'autant plus qu'à l'origine, le guide Hachette des vins, c'était en fait un guide bleu du vin, donc célèbre collection des guides touristiques. Et donc, on a toujours eu à cœur de s'ancrer dans le territoire. On donne des adresses de gîtes ruraux, de chambres d'hôtes, des adresses de restos et bars à vin partout en France pour que les gens sortent et aillent à la rencontre du vin. Merci beaucoup François Bachelot et David Cobold. Le guide Hachette des vins et les 100 vins du monde à connaître sont édités par Hachette. Merci François Gilbert. Le guide Gilbert et Gaillard 2011 est sorti dans toutes les bonnes librairies.